Trouvé le corps d'un Montréalais de 24 ans, Constantinos Xerakias, dimanche matin, en travers du chemin Tranché-Pelletier à Yamachiche. C'est une route qui mène à des chalets au lac Saint-Pierre. Selon les premières observations de la police, la victime aurait été abattue ailleurs et transportée à la faveur de la nuit sur ce chemin en pleine forêt. On en sait peu à ce moment-ci sur le mobile du meurtre. La victime avait une forte somme sur elle, mais n'avait pas d'antécédents criminels. Cependant, selon les premières observations, ça ressemble, comme vous l'avez déjà dit, à un règlement de compte. Merci Rachel. Merci. Au revoir. On parle également d'un bilan décevant pour le G8 qui s'est terminé hier. Oui, décevant parce qu'on espérait un peu plus ce G8 qui réunissait les 7 pays les plus riches, les plus industrialisés de la planète, dont le Canada, plus la Russie. Parmi les déceptions, la plus grosse, c'est sur la protection de l'environnement. Les Européens souhaitaient faire adopter une réduction de 15 des émissions de gaz carbonique d'ici l'an 2010. Le gaz carbonique, Hélène, rappelons-le, c'est responsable de l'effet de serre. La déclaration finale parle de réduction substantielle des émissions nocives, mais pas plus. Ce sont les Américains qui ont empêché l'adoption d'une mesure plus sérieuse. L'autre déception, et on voit Jean Chrétien qui le souligne, c'est sur la protection et la régénération des forêts. Le Canada qui souhaitait faire adopter un accord forestier international. Les Américains, encore une fois, ont contrecarré les espoirs de Jean Chrétien. Il y a la ministre Sheila Copps qui désire plus de films canadiens sur nos écrans. Oui, c'est une assez bonne nouvelle, ça. La ministre Sheila Copps qui veut un accroissement du nombre de films canadiens. En fait, c'est une garantie d'une présence constante de films canadiens sur les écrans qu'elle exigerait. Vous savez qu'actuellement, il y a une grande injustice sur les écrans au Canada, les écrans de cinéma au Canada. Les grandes compagnies américaines, les majors, comme on les appelle, s'accaparent des écrans. C'est pour ça qu'on voit souvent les films d'Hollywood. On parle en fait d'une grande fusion maintenant de la chaîne de cinéma Cinéplex et des cinémas Lowe's qui appartiennent à Sony. Alors, ce qu'on souhaiterait faire, c'est que pour donner au Canada un appui, reconnaître cet accord-là, on exigerait que cette nouvelle grande chaîne fasse davantage de place aux films canadiens, ce qui serait une vraie bonne chose parce qu'actuellement, nos producteurs ne réussissent pas à trouver de place sur les écrans. Tous les écrans sont pris par des films américains. Et on a d'excellents réalisateurs et d'excellents comédiens qui font de très belles choses. Et je vous défie actuellement de trouver un film canadien facilement sur les écrans. C'est difficile, alors qu'on peut trouver n'importe quel grand film américain sur une quinzaine d'écrans dans la région de Montréal. Il y a d'autres choses qu'on peut retrouver et qu'on aime moins cette fois-ci, les cadeaux de nos charmantes bêtes. Oui, les cadeaux de nos charmantes bêtes, effectivement, les crottes, comme on pourrait les appeler plus clairement. Bien, vous savez que là, la Ville de Montréal va suivre ça de près. 135 $ aux propriétaires qui ne ramasseront pas les crottes de leurs chiens. Alors, c'est une amende quand même assez importante. La Ville de Montréal qui a déjà calculé que, par exemple, dans certains parcs, on avait jusqu'à 200 ans de crottes. Alors, je me demande qui a pu faire ce décompte, mais toujours est-il qu'on s'est dit qu'il fallait intervenir. 135 $ donc comme amende. Mais il faut surtout aussi dire aux propriétaires qu'il ne s'agit pas seulement de ramasser les crottes, mais de jeter les sachets dans les poubelles, parce qu'on voit aussi que les gens se débarrassent des sachets sur le bord du chemin. Alors là, tout à fait, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. Mais vous savez qu'en France, il y a des motocrottes également. À Québec, c'est la grande soirée de festivité avec un spectacle sur les plaines d'Abraham. Mais la police et les commerçants se souviennent trop bien des émeutes de l'an dernier, à tel point qu'ils se préparent au pire en souhaitant que tout aille pour le mieux. Nous allons retrouver Annie Gagnon à Québec. Annie, après tout ce qui s'est passé l'an dernier, il y a des commerçants qui ne prennent aucun risque cette année. Exactement, les commerçants se préparent à toute éventualité. Il y en a même qui se sont préparés immédiatement après les émeutes de l'an dernier. Vous vous souvenez, on a installé des vitres incassables, des grilles devant leurs vitrines. Et aujourd'hui, il y a des commerçants qui vont prolonger les heures d'ouverture, les commerçants dans le Vieux-Québec. Il y a aussi des commerçants qui vont enlever le matériel qui se trouve dans leurs vitrines. On écoute Jean-François Marié, qui est un employé dans un commerce du Vieux-Québec. On va tout éclairer, qu'est-ce qui peut être touché, tout ce qui peut être aperçu de la vitrine. On va sûrement aussi coucher à l'intérieur de la boutique, au cas où il y a intrusion, faire obstacle aux malfaiteurs. Du côté de la police, on est prêt aussi? Exactement, du côté de la police, ici à Québec, on est prêt. Vous savez, on a augmenté le nombre de policiers par rapport à l'an dernier, le nombre de policiers qui vont être habillés en civil, le nombre de policiers qui vont patrouiller habillés en uniforme ici au carré du Haut-Ville et aux plaines d'Abraham. La SQ est également prête, quoique sa tâche première à elle, c'est de surveiller les lieux de l'Assemblée nationale. Dites, Annie, ça ne devrait pas empêcher la fête, loin de là. Non, 20h30 ce soir, il y a un spectacle de Daniel Bélanger, il y a la bottine souriante et également le groupe Noir Silence. Ce qui est particulier cette année, Pierre, par rapport à l'an dernier, c'est que les festivités vont durer jusqu'à 4 heures du matin. Et vous savez pourquoi? C'est pour garder les jeunes aux plaines d'Abraham jusqu'à cette heure-là, parce que l'an dernier, après le
spectacle. Les jeunes se sont rendus ici au Carré Tuqueville et c'est là que les émeutes ont commencé. Merci, bonne soirée, bonne fête nationale. Merci. Et dans la grande région de Montréal, le grand spectacle, c'est demain au Parc Maisonneuve. Mais dès ce soir, la Saint-Jean sera célébrée dans 92 fêtes de quartier à Montréal et à Laval. Au programme, repas communautaires, animation et des danses populaires. Voici un avant-goût des préparatifs. Les préparatifs vont bon train dans les quartiers. Il ne reste plus qu'à attendre la visite pour commencer la fête, quoique à certains endroits, les fêtes de quartier sont différentes des grands rassemblements parce qu'elles sont plus accessibles et plus chaleureuses. D'autres vont être plus culturelles, vont être plus artistiques, ça va être plus vers la peinture, vers la danse, vers le chant, vers la poésie. La plupart des gens que nous avons rencontrés vont plutôt fêter entre amis cette année. Ce soir, je vais aller au spectacle à la Chine, voir Jean Leloup et près de Fortin. Je vais la fêter avec des amis dans un chalet dans le Nord. Parc Maisonneuve, ça, bain de foule là, avec le petit, puis c'est trop gros. Quant au défilé de demain, il faut savoir que la rue Sherbrooke sera fermée de McGill à Viault à partir de 12h30, 1h30 avant le départ. Les rues ouvriront au fur et à mesure du passage de la parade. On va ouvrir les rues à peu près une demi-heure après le passage des derniers marcheurs. Charles Faribault, TVA, Montréal. L'ancien ministre libéral Gérard Pelletier est décédé la nuit dernière à l'âge de 78 ans. Il souffrait d'un cancer. Un homme qui a marqué son époque. Il fut une des trois colombes avec Pierre Trudeau et Jean Marchand. Un homme d'action et de conviction qui fut écrivain, politicien, diplomate et journaliste. Je suis essentiellement de profession un journaliste. J'ai été un homme d'action un peu malgré moi. Et maintenant, j'arrive à la fin de ma vie. Gérard Pelletier se percevait ainsi en 1993. Comme bien des hommes politiques québécois, il entreprit son éducation politique et sociale à travers la grève de l'amiante. Nous sommes en 1949. Il est alors journaliste au Devoir. Son ami Jean Marchand, un leader syndical influent. 16 ans plus tard, c'est le saut en politique avec Pierre Elliott Trudeau et Marchand à l'invitation des libéraux de Lester Pearson. Ils avaient tous les trois résisté jusque-là avec leurs idées de gauche, leur opposition aux armes nucléaires. Claude Rayune, au Devoir en 1965, les baptise alors les Trois Colombes. Gérard Pelletier vient tout juste de perdre son poste de rédacteur en chef à la presse. Au moment où eux, finalement, ont décidé de faire le saut, ils m'ont dit, t'as plus de raison. Les Trois Colombes s'installent à Ottawa avec l'intention de donner une place aux francophones. C'est le rêve d'un Canada bilingue. Gérard Pelletier travaille à l'adoption de la loi sur les langues officielles. Une loi qui résistera au changement de gouvernement. Ça veut dire qu'elle était viable. Puis, il y a eu octobre 70, les Trois Colombes votent les mesures de guerre. J'ai fait qu'un discours à l'époque où j'ai dit que j'avais voté ça la mort dans l'âme. C'est le souvenir que j'en ai. Gérard Pelletier quitte la politique en 1975. Il est alors ministre des Communications. Il devient ambassadeur à Paris, puis aux Nations Unies. Au cours des dernières années, il est retourné à ses premiers amours, le journalisme. Il récidive dans Cité libre, prise 2. Il nous livre ses mémoires en 3 tomes. C'est ainsi qu'il aimerait que ses petits-enfants se souviennent de lui. Moi, je voudrais qu'ils disent, dans 20 ans, c'est un homme qui avait une conscience et qui a fait son possible. La plus passionnée des Trois Colombes, Jean Marchand, a disparu en 1988 à l'âge de 69 ans. Celle qu'on disait plus raisonnable vient à son tour de s'envoler pour l'éternité. Richard Olivier pour le réseau TVA. Il y a quelques jours, ses proches, ses amis avaient organisé une grande soirée en son honneur, l'occasion pour tous ceux qui l'avaient côtoyé de lui rendre hommage. Voici quelques témoignages, d'abord celui de son fils. Il laisse celui que la chose la plus importante dans une démocratie, c'est que pour qu'elle survive, il faut servir, il faut accepter de s'engager dans l'action pour ses convictions et pour la défense des libertés. Ça a été l'incarnation de sa vie, aussi bien en journalisme qu'en politique, qu'en diplomatie, qu'en coopération internationale. C'est un ami, tous ces MSA. C'est un long compagnon de route, hein, M. Trudeau, il vous a suivi depuis les années 60. Oh, c'est moi qui l'ai suivi souvent. C'est vraiment un humaniste qui était ouvert à tout, qui était un excellent journaliste, qui était un excellent ambassadeur, qui était un excellent ministre. C'est un homme qui avait une très grande charité pour son prochain. Par-delà les différences de race, de classe sociale, de langue ou de religion.
Les policiers de la CUM avaient tout, ou presque, sous la main hier. Le lieu du crime à Pointe-Saint-Charles, le cadavre d'un homme poignardé, même le suspect. Ils ont dû attendre de longues heures avant de faire leur travail. La seule chose qui leur manquait, c'est un juge pour émettre le mandat de perquisition autorisant les policiers à entrer dans le logement où le cadavre se trouvait. Tout ça à cause d'une simple panne de courant. Des policiers qui attendent pour sortir le cadavre d'une résidence où vient de se produire un meurtre. Qui attendent encore, en fait qui attendent pendant 6 heures. La scène débute à midi dimanche. La police de la CUM est appelée dans ce logement pour un homme poignardé. Une fois le décès constaté à l'intérieur, les agents ressortent, appellent les enquêteurs de la section des homicides qui arrivent sur place à 14h30. Vers 15 heures, les policiers ont tenté de communiquer avec le juge de paix en devoir et ils ont eu des difficultés à le rejoindre parce qu'il n'y avait pas de réponse à l'autre bout de la ligne. Les enquêteurs ont dû patienter jusqu'à 18 heures avant de pouvoir rejoindre le service d'appel téléphonique PAS qui, le soir et les fins de semaine, contacte le juge de paix chargé d'émettre les mandats de toutes sortes. Il y a eu sous-alimentation électrique, ce qui a fait qu'il y a certains systèmes qui normalement fonctionnent comme toujours à l'électricité, il y a des renvois d'appels qui n'ont pas été faits. Bell Canada affirme que ce genre de panne sur le service PAS survient très rarement. Selon le détective Jean-François Martin, c'est la première fois que la police ne peut rejoindre un juge à cause de ce problème précis. C'est sûr qu'il y a des fois qu'il y a des délais parce que soit le juge de paix peut demeurer à l'extérieur ou sa disponibilité, mais généralement, ça va très bien. La police affirme que le retard à perquisitionner la résidence n'a pas entravé le déroulement de l'enquête sur le meurtre. Ironie du sort, pendant que les enquêteurs attendaient à la porte de la résidence, le suspect s'est rendu lui-même au poste de police. Esther Bégin, TVA, Montréal. La route 132. La vitesse n'est pas en cause. Sans qu'on sache pourquoi, l'automobile s'est mise à s'écarter de sa trajectoire pour aller faucher la moto. Bon, le conducteur de la voiture a poursuivi sa route là, sur tout près, au-delà de 25 mètres. Ça a terminé sa course sur un terrain privé. Lorsque les policiers l'ont rencontré, là, on n'est pas en mesure de nous expliquer pour quelle raison il se trouvait dans l'autre voie de circulation. L'homme en état de choc n'a donc pas pu donner sa version avant d'être amené vers l'hôpital. Le motocycliste, un résident de la rive sud de Trois-Rivières, a été projeté à une centaine de pieds de son engin. Il est décédé sur le coup. Effectivement, la voiture, elle, est allée finir sa course sur une propriété privée, où elle a fauché la boîte aux lettres, frappé un arbre et démoli une table à pique-nique. Par chance, il n'y avait personne autour. Cet avant-midi, par contre, quelqu'un avait coupé la pelouse exactement là où tout ça s'est terminé. Louis Cloutier, TVA, Baie-du-Fer. Justement, un rapport de la Société d'assurance automobile du Québec confirme que les motocyclistes et les motoneigistes ont été plus nombreux en 1996 à perdre la vie au volant de leur véhicule. Le nombre de victimes de la route a connu également une légère hausse par rapport à 1995 en Mauricie-Boisfranc. Par contre, le nombre total d'accidents a baissé. 1996 a été la pire année pour les motoneigistes de la région depuis 1992. En 1995, on comptait un seul mort, on en a dénombré 5 l'hiver dernier. Si l'on inclut tous les véhicules et leurs passagers, on arrive à un total de 102 victimes en 1996, comparativement à 100 en 1995. Les motocyclistes ont également une colonne de chiffres plus chargée avec près du triple d'accidents. On remarque également que beaucoup plus de piétons ont été fauchés qu'il y a 2 ans. Les accidents mortels ont été particulièrement nombreux en Haute-Mauricie. Les chiffres par MRC indiquent clairement que, compte tenu de la population, le Haut-Saint-Maurice affiche une très mauvaise année. La route 155 et les accidents sur les routes de gravier expliquent en partie ce phénomène. La MRC de Francheville, où se situe Trois-Rivières, affiche, elle, 15 accidents mortels. La MRC Mekinac ferme la liste. On notera que pour ce secteur, un seul accident cet automne a fait 4 morts. Ainsi, si le nombre d'accidents mortels n'est que de 5, il y a quand même eu 10 victimes de la route à cet endroit. Toutes catégories de véhicules confondues, le bilan routier de 1996 ne présente pas de hausse significative par rapport à 1995. Les chiffres de la Sûreté du Québec vont d'ailleurs dans le même sens. Mais si l'on s'attarde aux détails, on remarque que les chemins routiers non asphaltés en Haute-Mauricie ont été particulièrement meurtriers. Il y a entre autres 16 accidents mortels, dont au-delà de 11 qui sont survenus sur des routes autres que la route 155.
Et on sait que la majorité des routes, lorsqu'on parle du haut, du centre de la Mauricie et de la haute Mauricie également, la majorité des chemins sont des chemins de gravier. Il est à noter que la majorité des accidents surviennent l'été alors que les conditions routières sont idéales. Eddie Verbeek, TVA, Cap-de-la-Madeleine. 2 policiers de la Sûreté du Québec de Nicolet devront indemniser un jeune motocycliste dont ils avaient endommagé le véhicule après une chasse à l'homme en octobre 1995. À l'issue de la poursuite pour excès de vitesse, l'autopatrouille était entrée en collision avec la motocyclette à Victoriaville. Devant la Cour des petites créances, le motocycliste a allégué ne s'être jamais rendu compte qu'il était pourchassé. Sa contravention pour excès de vitesse a aussi été abandonnée. C'est à Montréal que les enquêteurs de la Sûreté du Québec s'attendent à trouver des indices pour expliquer le meurtre d'un jeune homme d'origine grecque à Yamachiche. C'est la raison pour laquelle le détachement trifluvien de la Sûreté du Québec s'apprête à transmettre le dossier à Montréal. Konstantinos Xerakias, 24 ans, n'avait selon tout... Disrespect is intended. Keith Bishop will have his work cut out for him here. 4-inch